Pour les princes musulmans, les jardins luxuriants symbolisent la vie après la mort. Ils sont aussi un lieu propice au repos et à la méditation. Pour créer cette impression de paradis terrestre, des jardins sont dessinés sur tout le territoire. Un de ces joyaux est toujours visible à quelques kilomètres de Cordoue, au pied de la cité du calife Abd al-Rahman III, la Médina Azhar. Créée au milieu du Xe siècle, les 3 terrasses de ce jardin sophistiqué offrent un écrin de tranquillité. Mais surtout une source fertile d'aliments, d'épices et de plantes médicinales pour les cuisines et la pharmacie du calife. Les jardiniers musulmans introduisent des essences de plantes et d'arbres jusqu'alors totalement absents sur le territoire d'Al-Andalus. La cannelle, les artichauts ou la pastèque. Ils importent également leurs connaissances en matière d'irrigation. Cette maîtrise de l'agriculture influence encore l'Espagne moderne. À 500 km à l'est de Cordoue, nous découvrons de vastes étendues de serre qui tapissent la région le long de la côte méditerranéenne. Tandis que la ville voisine d'Elche abrite encore la plus grande palmeraie d'Europe. Notre culture et notre identité, l'identité de l'Espagne moderne, doivent aussi prendre en compte ce passé islamique. Aujourd'hui, la palmeraie d'Elche compte plus de 70 000 dattiers. Créée par les Carthaginois, puis entretenue par les Romains, les musulmans y installent entre le 7e et le 10e siècle un vaste système d'irrigation et créent une véritable oasis au cœur de la ville. C'est très intéressant de regarder d'en haut ces étendues et d'imaginer un peu ce qui se déroulait sur toutes ces terres. Au début du XIe siècle, gangrénée par les guerres civiles, la dynastie des Omeyyades se divise en plusieurs royaumes hostiles, appelés taïfas, parmi lesquels les taïfas de Tolède, Cordoue, Séville et Grenade. À cette époque, les attaques des armées chrétiennes venues du nord sont de plus en plus brutales et décisives. Pour se défendre et protéger les populations, les souverains des taïfas érigent d'imposantes fortifications autour de leur ville. 300 km au sud de la palmeraie d'Elche, nous découvrons l'une de ces impressionnantes structures défensives, au sommet d'une colline surplombant une petite ville côtière, l'Alcazaba d'Almeria. Plus à l'ouest, dans les montagnes andalouses, la ville de Ronda a connu une transformation aussi extraordinaire que rapide. José Manuel Castano Aguilar est archéologue et spécialiste de l'histoire de cette cité qui occupe une position géographique exceptionnelle. Ce qui m'impressionne vraiment à propos de Ronda, c'est de voir la ville de l'extérieur. Car c'est comme ça que vous appréciez vraiment le fait que la ville émerge d'un grand cirque de montagnes, la Serrania de Ronda. Si la ville de Ronda devait être définie par une caractéristique particulière, il faudrait dire que c'est principalement une ville fortifiée. Sous le règne des Romains puis des Visigoths, le système de défense naturelle offert par ces falaises a toujours attiré les populations en quête de sécurité. Quand Ronda et ses alentours deviennent le siège d'une taïfa indépendante en 1039, ses maîtres décident d'étendre ses murs d'enceinte. Malgré ses fortifications exceptionnelles, au milieu du XIe siècle, Ronda capitule devant les troupes du souverain de la taïfa de Séville. Un siècle plus tard, une nouvelle dynastie musulmane, les Almohades, prennent le contrôle de presque tout le sud de la péninsule. L'apogée de Ronda commence à l'époque almohade. À partir d'une ville islamique, d'une médina déjà installée à l'ère des taïfas, les Almohades continueront à développer la ville, avec la création de nouveaux quartiers de banlieue. Par exemple, la partie basse de la ville, où se trouvent actuellement les bains, a été créée à l'époque almohade.
Ce qui est certain, c'est que les Almohades apportent avec eux leur propre manière d'organiser le territoire, ce qui confère à Ronda une notoriété nouvelle. Ce nouveau statut va perdurer jusqu'à l'époque des Nasrides, jusqu'à la fin de l'ère médiévale. Ronda n'est pas la seule cité à subir des changements spectaculaires sous la dynastie almohade. 100 km plus au sud, Al-Andalus a une nouvelle capitale. Maintenant, nous allons passer par Séville pour voir un peu cette nouvelle capitale, qui au XIIe siècle va être embellie par les Almohades, avec toute une série de monuments importants. En 1198, le nouveau califat almohade achève la construction du symbole de son pouvoir, une imposante mosquée dont le minaret culmine à 94 mètres de haut, aujourd'hui appelée la Giralda. Au début du XIIIe siècle, les luttes intestines et guerres incessantes avec les armées chrétiennes ont affaibli la dynastie des Almohades. Un nouveau leader musulman apparaît, Ibn al-Ammar. En 1232, il s'autoproclame Mohamed Ier, chef de la dynastie nasride. Il s'installe à Grenade et en fait la capitale de son royaume. Nous arrivons à la fin du parcours, pas uniquement géographique, mais aussi historique. Grenade fut la dernière capitale d'Al-Andalus, le dernier royaume d'Al-Andalus. Ce fut le point final de la splendeur économique, de la splendeur artistique et de la splendeur culturelle. Vue d'en haut, c'est une ville fascinante parce qu'il y a différentes collines qui marquent les lieux où le pouvoir s'est installé. Les palais de l'Alhambra, qui sont justement sur cette colline rouge d'où la ville tient son nom, sont l'emblème de ce que fut la culture islamique dans la péninsule. L'historienne Barbara Bolois a grandi à Grenade. Elle a passé une grande partie de sa carrière universitaire à étudier ce site dans les moindres détails. On aurait vraiment besoin de vider l'Alhambra des touristes pour imaginer comment était la vie ici, au Palais des Lions. C'est là que la vie politique et la vie de famille de la dynastie de l'Alhambra avaient lieu. C'est ici que le sultan habitait avec ses épouses et la vie de cour s'y déroulait. On sait que le sultan y recevait les grandes figures politiques de son époque. À l'origine se trouvait sur ces collines de l'Alhambra une petite base militaire bâtie en 899 sur les ruines d'un fort romain. Quand Mohamed Ier découvre le site 3 siècles plus tard, il a un objectif clair en tête. La fonction principale de l'Alhambra était militaire. Mohamed Ier a cherché un endroit depuis lequel il pouvait surveiller tout son territoire. C'est pour cela que nous pouvons trouver dans l'Alcazaba, la forteresse, un panoramique à 360 degrés qui permet de surveiller le territoire de Vega et les environs de Grenade. Au XIVe siècle, quand le peuple a reconnu la dynastie et que le royaume était plus stable, la prospérité s'est développée et a permis la construction des palais. Vue de l'extérieur, l'Alhambra est un assemblage de cubes, très sobre, et donc rien n'indique qu'à l'intérieur se cache une telle profusion de décors. Le son de l'eau, la végétation, la décoration, ce sont des éléments qui emplissent nos sens. L'eau a toujours fait partie intégrante de la culture musulmane, pour ses usages pratiques et religieux. Mais pour les concepteurs nasrides de l'Alhambra, l'eau est aussi utilisée pour sa valeur esthétique.
Il s'agit d'un vaste programme décoratif. On dit que l'Alhambra est l'édition de luxe de la poésie arabe. Dans l'Alhambra, nous pouvons trouver, évidemment, un grand nombre d'inscriptions arabes composées d'extraits du Coran qui ont comme finalité de protéger ces endroits. Ainsi, ils permettent d'expliquer le rôle de ce lieu, le rôle politique, religieux. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les divisions internes affaiblissent la dynastie nasride. Les troupes chrétiennes poursuivent leur conquête des territoires dans toute l'Andalousie. Le combat mené par les Nasrides pour défendre l'ultime bastion de leur présence sur la péninsule ibérique durera 10 ans. L'Alhambra n'a jamais été attaquée par des forces armées. On dit que l'Alhambra a été rendue pendant la nuit pour ainsi éviter de faire peur aux habitants de Grenade. Le peuple a eu connaissance de cette reddition le matin suivant, lorsqu'ils ont découvert les premiers signes chrétiens dans le palais. Cela veut dire que le dernier émir de la dynastie nasride a rendu les clés de l'Alhambra au roi catholique, le 2 janvier 1492. Il s'agit de la fin du royaume nasride, mais aussi de l'histoire d'Al-Andalus. Après 8 siècles de domination sur la péninsule ibérique, le dernier royaume musulman d'Europe occidentale disparaît. Mais les traces de cette présence, la riche influence culturelle et artistique de cette civilisation, sont toujours visibles dans l'Espagne d'aujourd'hui.